Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bien. Ah oui, ça fonctionne, là, oui, il n'y a pas de problème, là. Mes chers amis, en ma qualité de président de la LICRA, je vous remercie et suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette journée fort intéressante, passionnante certainement, avec des intervenants de qualité. Je sais que certains vont nous rejoindre. Il paraît que les temps que nous traversons à Paris comme ailleurs sont assez troubles. Je sais que Yael Braun-Pivet, pardon, excusez-moi, a tenu absolument à prendre la parole avant que je ne la prenne à mon tour pour vous accueillir les uns et les autres. Je sais que, comme toujours, nous sommes intimement dépendants de la technique et que dès que monsieur me le dira, je m'asserai et nous écouterons Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que je peux m'asseoir? Je m'assieds. Monsieur le Président de la LICRA, cher Mario Stasi, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, la haine, nous ne pouvons pas la comprendre, mais nous pouvons et nous devons comprendre d'où elle est issue et nous tenir sur nos gardes, parce que ce qui est arrivé peut recommencer. Primo Levi nous en avertissait dès 1947. Oui, la haine peut recommencer. Elle n'est pas qu'un souvenir et elle peut ressurgir. Et elle ressurgit justement aujourd'hui. Oui, la haine recommence lorsque 12% des Français, un Français sur 8, disent qu'ils se réjouiraient de voir les Juifs quitter le territoire national. Oui, la haine recommence lorsque les actes antisémites flambent de 192% au premier semestre 2024. Oui, la haine recommence quand à Amsterdam, des Juifs sont traqués, quand à Berlin, la chef de la police conseille aux Juifs ou aux homosexuels d'éviter certains quartiers. Face au retour de l'horreur et du tragique, il faut être intransigeant et inflexible. Aucune ambiguïté n'est possible, et je le dirai donc avec fermeté. Chaque fois qu'un Juif est visé, chaque fois qu'un homosexuel, qu'un étranger est attaqué pour ce qu'il ou ce qu'elle est, c'est l'humanité entière qu'on frappe au cœur. C'est la France et ses valeurs qu'on poignarde. Car ce ne sont pas seulement des individus qui sont visés. Ce sont aussi nos droits démocratiques les plus précieux. La liberté d'être soi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression. Encore récemment, alors que j'étais invitée par une association étudiante à un débat à l'université Lyon 3, plusieurs manifestants ont scandé ou tagué « Yael complice » ou « brûle sioniste ». Certains ont tenté de m'intimider, d'effacer ma voix, s'en prenant à mes origines. Mais face aux menaces, j'ai tenu à maintenir cet échange, car je défendrai toujours ce que nous avons de si précieux en démocratie, l'éthique du dialogue, le respect du débat. Alors je tiens à remercier la LICRA, qui m'a apporté son soutien lors de ces événements et qui, à cette occasion, par la voix de sa vice-présidente, Madame Galina Elbaz, a appelé à susciter un grand élan national contre la haine. Cet élan, c'est à nous tous de le porter. Un élan national contre la haine, bien sûr, pour reprendre le titre de votre colloque. Mais nous devons surtout nous mobiliser pour la République, pour nos valeurs universelles, pour l'héritage des Lumières. Afin de faire naître cet élan national, nous autres politiques avons une grande responsabilité. J'ai assumé les miennes avec le président du Sénat en étant à l'initiative le 12 novembre 2023 d'une grande marche pour la République et contre l'antisémitisme. À notre appel, un appel que la LICRA a relayé et soutenu, des centaines de milliers d'humanistes ont marché, dignes et unis, pour rappeler que nous étions la nation de Voltaire et de Schœlcher, de Dreyfus et de Simone Veil. Ce jour-là, j'ai mesuré toute la puissance, toute la force de la parole politique. Et j'ai versé une petite larme en voyant ces marées innombrables de Français défiler à notre appel et pour la République. Mesdames et messieurs, votre colloque
prolonge cette ambition collective. À travers vos réflexions sur l'universalisme, la laïcité, l'école, vous proposez des pistes concrètes pour susciter un sursaut national. Car oui, pour être fermement contre la haine, il faut d'abord être passionnément pour. D'abord pour notre laïcité, ce pilier de la concorde nationale. Cette laïcité fut la fille de la loi de 1905, qui fut votée à quelques pas de cette galerie des fêtes où vous vous réunissez. Selon son rapporteur, Aristide Briand, cette loi de 1905 était une loi de liberté. La liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de penser, cette liberté qui fait battre le cœur de la République. Alors oui, pour lutter contre la haine, nous devons être pour la laïcité, comme nous devons être aussi pour notre école républicaine. Un de mes prédécesseurs, Édouard Herriot, le rappelait avec justesse. La haine n'est qu'une des formes de l'ignorance. Mais aujourd'hui, les chiffres sont glaçants. Seulement 53% des jeunes contre 84% des Français estiment que les Juifs sont bien intégrés. Face au retour de cette haine, notre école est en première ligne. Ne l'oublions jamais, là où l'école recule, la haine avance. À nous de soutenir de toutes nos forces. Et je salue ici les professeurs qui s'engagent chaque jour dans nos classes. Personnellement, lors de chacun de mes déplacements, je veille systématiquement à échanger avec la jeunesse de notre pays pour lui transmettre cet héritage humaniste qui traverse notre histoire. Car c'est par l'éducation que nous rallumerons les lumières. Pour défendre inlassablement nos valeurs républicaines, je veux rendre hommage au travail de la LICRA. Depuis près d'un siècle, vous incarnez ce combat essentiel pour la dignité, pour l'universalisme, pour la justice. Votre histoire s'entrelace avec celle de la République, comme avec celle de l'Assemblée nationale. En 2017, c'est même entre nos murs que vous célébriez votre 90e anniversaire. Soyez-en donc certains, vous êtes ici, chez vous. J'aurais souhaité être des vôtres aujourd'hui, mais même si je ne peux être parmi vous, je tenais à vous témoigner de mon soutien indéfectible. Mesdames et messieurs, la haine, disait Alphonse Daudet, c'est la colère des faibles. Alors, à cette colère des faibles, opposons notre force, celle de la République, celle de la démocratie, celle des Lumières. Bien, mes chers amis, veuillez excuser la voix qui est la mienne, et puisqu'aussi bien je suis fortement grippé, donc vous excuserez cette voix caverneuse, je crois qu'on dit comme ça. Vous excuserez aussi le fait que je devrais vous quitter peu après avoir pris la parole, puisqu'aussi bien j'ai d'autres obligations LICRA, figurez-vous, avec une réunion qui se tient en milieu de matinée. Mais je voulais vous dire, avant de prononcer ce discours, l'importance qu'est pour nous la laïcité, cet espace de rencontre, l'importance qu'est pour nous l'articulation entre les travaux qui seront les vôtres et l'action politique, puisque de la réflexion doit naître l'action et des décisions. Et les années passent et le constat demeure. La laïcité est bien une clé de voûte de notre République et à ce titre un principe toujours éprouvé. Dans notre société sécularisée, le religieux insiste. Nous sommes à quelques encablures d'une cathédrale, Notre-Dame de Paris, qui rouvrira ses portes demain avec une émotion médiatique qui fait écho, 5 ans après, à celle qui avait accompagné le terrible incident des lieux. Le fait religieux est là, tout comme les aspirations spirituelles, que les incertitudes du temps présent, liées aux crises multiples que nous traversons depuis des années, viennent exacerber
parfois sous les formes les plus intolérantes et les plus agressives. Ainsi, le religieux serait vivace quand la laïcité, elle, apparaîtrait comme une notion un peu abstraite, léthargique, à animer ou à réanimer. Faire vivre la laïcité. Vous connaissez peut-être ce slogan pédagogique équivoque, une laïcité à raviver tous les 9 décembre, de façon routinière ou par obligation républicaine, à moins qu'il ne s'agisse, et c'est la position prônée par la LICRA, de la transmission d'une façon d'être dans la cité, l'incarnation d'une idée émancipatrice, poussée par la puissance génératrice des institutions républicaines. Et de fait, la laïcité, c'est une idée à célébrer. C'est l'objet de cette journée, à 3 jours de la date anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, et que les organisateurs, mes amis Jacqueline Costa-Lascou et Philippe Foussier, membres du bureau exécutif de la LICRA, auxquels je veux rendre chaleureusement hommage, dire mon amitié, dire ma reconnaissance et mon respect, ont abordé sous l'angle d'une réponse contre la haine, la laïcité. La séparation des églises et de l'État, la liberté de conscience et la liberté d'expression des croyances, l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion, toutes ces avancées garanties ou confirmées par la loi, les intervenants de ce colloque ne manqueront pas de les rappeler. En tant que président de la LICRA, je voudrais avant tout rappeler l'engagement de notre association. Depuis 1989, et l'affaire des foulards de Creil, la LICRA s'est emparée d'une thématique qui ne figurait pas dans le lexique ordinaire du camp de l'antiracisme et très peu, d'une manière générale, à l'agenda des discours politiques, tout simplement parce que la question ne se posait pas ou peu. Le 6 novembre 1989, et là, je remercie mon ami historien Emmanuel de Bonneau, qui est allé fouiller dans les archives et trouver les bonnes feuilles. Dans une interview à Libération, Madame Jacqueline Costa-Lascou refusait le port du foulard à l'école parce qu'il entravait, selon elle, l'intégration. Les immigrés, les jeunes filles immigrées, expliquait-elle, ont besoin, comme les autres femmes, de voir leurs droits garantis. 3 semaines plus tard, notre association, alors présidée par Jean-Pierre Bloch, participait au Palais de la Mutualité à un meeting pour défendre une position de fermeté à l'égard du voile islamique que d'aucuns tentaient d'introduire dans les écoles de la République. La LICRA le faisait au nom de la laïcité et de l'égalité des sexes. Elle affirmait vouloir contrer les attaques fondamentalistes et sexistes. 15 ans plus tard, notre association s'engageait activement dans les débats autour de la question de l'encadrement des signes religieux à l'école publique qui devait déboucher, après les travaux de la commission Stasi, sur le vote de la loi du 15 mars 2004. La LICRA était au rendez-vous, Jacqueline aussi, aux côtés de mon oncle, et soutenait un projet visant à protéger les élèves des pressions extérieures et à favoriser leur liberté de jugement et leur autonomie. 2 mots sur cette commission. La première, c'est que les débats ont amené chacun des membres de celle-ci à avoir une position quasi unanime, moins une abstention, je crois, sur l'impérieuse nécessité à interdire le voile à l'école. Deuxième observation. Cette commission, et là,
veuillez accepter un propos encore un peu plus personnel à celui que je porte ce jour. Présidé par mon oncle Bernard Stasi, m'a transmis quelque chose que je vis intensément, personnellement et passionnément. On peut être intensément catholique et irréductiblement laïque. Et ça, c'est la richesse des travaux de cette commission, troisième observation, qui avait, figurez-vous, proposé au président Chirac, qu'il a refusé, que chacune des religions se voit offrir au sein du calendrier républicain un jour de fête, de célébration ou férié, appelez-le comme vous voulez. C'est dire qu'il n'y avait nullement une opposition entre les croyances intimes, quelles qu'elles soient, et l'expression publique qui doit être la nôtre dans un espace harmonieux de construction républicaine et que nous appelons simplement la laïcité. En d'autres termes, créer des citoyens libres, des citoyens capables de résister aux appels de la haine, à la folie intégriste, à l'emballement mortifère des rumeurs et des mensonges. Ceux qui menacent notre démocratie fragmentent la communauté nationale. Plus tard, le procès de l'assassinat de Samuel Paty nous rappelle ces jours-ci, aux côtés d'autres incidents survenus dans les écoles de la République, l'immense urgence de consolider la laïcité, comme on consolide une digue face à un fleuve tumultueux. À l'heure des fanatiques qui la combattent résolument, mais aussi des imposteurs politiques qui l'instrumentisent, ou talisent plutôt éhontément, alors que le Rassemblement national ne s'oppose plus que jamais en arbitre de notre vie politique et investit de façon opportuniste un terrain de plus qui n'a jamais été le sien, il nous faut insister sur la modernité du principe laïque. Je l'ai dit, la laïcité ne s'oppose pas à la religion, mais à l'oppression. Elle n'exclut pas, au contraire. Elle rend possible au sein de notre République l'expression des convictions dans leur diversité. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de porter un regard sur les idées des autres, de s'en inspirer, mais aussi de les critiquer, de les caricaturer, sans être inquiété pour cela. Car en France, on ne reconnaît ni les dogmes, ni les délits de blasphème. La critique des religions est libre comme celle de n'importe quelle croyance. Et que l'on ne soulève pas de fausses équivalences. Il n'y a pas de dogme laïque. La laïcité n'est pas une croyance. C'est un principe philosophique et politique qui, inscrit dans la Constitution, permet précisément l'expression de toutes les convictions dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause l'égalité des droits, l'égalité en droit et l'égalité en dignité des citoyens. On voit ainsi comme le terrain de la laïcité est le lieu privilégié où se manifestent aujourd'hui les secousses telluriques qui fissurent notre société. Exacerbation des sentiments identitaires, repli communautaire, segmentarisme, pour reprendre l'expression de mon ami ici présent François Racheline, pour qualifier ces mouvements qui, par leurs revendications, assignent les individus et compartimentent la société. Et l'on comprend ainsi comme la question de la laïcité percute les questions du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations qui sont le cœur de métier, le cœur des combats, le cœur de la mission de cette belle association que j'ai la joie de préciser. La laïcité n'a pas à être adjectivée. La laïcité est un point, c'est tout. Elle n'a pas à être apaisée. Imagine-t-on, pour ne pas déplaire à la sensibilité des fondamentalistes de quelque obédience qu'ils soient, une liberté apaisée, une fraternité apaisée,
des fois qu'il faille cacher une liberté ou une fraternité un peu trop envahissante et que l'on ne saurait voir? Non, elle n'a pas à être adjectivée. La laïcité, pilier du combat contre le racisme et l'antisémitisme. Oui, dans un contexte difficile, dans un contexte terrible, où l'on emprisonne un Boualem sans salle, avec lequel on a le droit de ne pas être d'accord, comme l'on peut ne pas aimer les caricatures de Charlie. Mais Boualem sans salle, que le Conseil fédéral de la LICRA a fait à l'unanimité membre d'honneur il y a 2 semaines, afin que le principe de la critique des croyances religieuses ou politiques qu'il incarne soit inscrite dans le marbre de nos combats. Dans 1 mois, nous commémorerons les 10 ans de l'attaque de la rédaction de Charlie Hebdo. 10 ans. 10 ans déjà que l'équipe de cet hebdomadaire qui se définit comme satirique, laïque, joyeux, fut décimé par des terroristes islamistes le 7 janvier 2015. Nous pensons toujours à eux, chaque jour, à la LICRA. Voilà. Il est important que nous inscrivions tous ces faits que je viens de rappeler dans la manifestation de ce jour. Ces faits en montrent l'actualité évidente, le besoin qui est le nôtre à la LICRA, au cœur même des institutions républicaines, dans un partenariat que je souhaite toujours plus intense avec ceux qui sont en charge des destinées de notre pays, dans ce bel hôtel de Lacé, le besoin de rappeler inlassablement l'impératif d'être laïque, sans adjectif, sans renoncement et sans compromission. C'est un projet politique, c'est un combat pour la République. Puissent les travaux de ce jour enrichir la réflexion indispensable, raffermir les convictions qui sont en nous et nous donner l'enthousiasme de convaincre que pour vivre dans un espace harmonieux, il n'y ait pas d'autre solution que celle ambitieuse de vivre dans une république laïque. Et maintenant, place au débat. Et j'appelle Madame Jacqueline Costa-Lascaux. C'est une grande famille. Hein. Je te laisse. Donc, tu dis quelques mots, et puis c'est Philippe, c'est ça? On allait voir si Denis Charbit était arrivé. Quoi? Voilà. Ça ne peut pas être pire qu'en Suède, où je me suis retrouvée avec un pupitre. J'étais obligée de parler à côté. Non, là, ça, je pense que ça va. Oui, ben, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mario a dit beaucoup de choses, donc je ne répéterai pas, surtout que je ne pourrais pas le faire aussi bien. Non, mais j'aimerais, au nom des amis du groupe de réflexion qu'on appelle les États généraux de la laïcité, à la LICRA,
nous nous réunissons régulièrement sur ces problèmes-là. Et nous avons vu progressivement comment, d'un point de vue géopolitique, mais aussi à l'intérieur de notre société, la haine ne faisait que se développer. Et Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, l'a rappelé avec force. Merci à elle de nous accueillir ici, dans la plus belle salle de Paris, plus beau salon de Paris, qui est chargé d'histoire. Merci aussi à son équipe avec laquelle nous avons travaillé, toujours avec compétence et amabilité. Merci aux intervenants et aux animateurs de table ronde. Et je dois dire que préparer ce colloque avec Philippe Foussier a été un vrai bonheur, parce que ça a été une vraie préparation. Nous avons travaillé sur le fond. Les uns et les autres, que voulaient-ils dire? Comment ils se situaient par rapport au thème contre la haine, la laïcité. Merci aussi à la section de Paris, dont les bénévoles nous ont accueillis, et sa présidente, et pendant toute la journée, vous serez là, les Parisiens. Et merci à l'équipe du siège. On ne les voit pas souvent parce qu'ils sont toujours dans les coulisses, mais ils font beaucoup de choses. Et je dois dire que si ça a été si bien organisé, c'est parce qu'ils étaient là, sous la houlette de Camille Lepiteau. Évidemment, elle n'est pas là. Elle va revenir. Alors, mais pourquoi ce colloque? C'est pour ça que je prends la parole, pas pour longtemps. Mais pourquoi ce colloque? En ce mois de décembre, les colloques sur la loi de 1905 foisonnent, fleurissent, et je dois dire qu'une bonne partie sont de très grande qualité. Je ne devrais pas être là avec vous si j'avais répondu à toutes les invitations, et beaucoup de nos amis qui sont là avaient aussi des sollicitations pour d'autres colloques sur la laïcité. Mais avec Philippe, nous n'avons pas voulu faire un certain type de colloque. C'est-à-dire que nous n'avons pas voulu faire un colloque savant qui ne parle qu'aux initiés. Nous n'avons pas non plus voulu faire un colloque où on ne serait que dans la déploration. Toutes les atteintes à la laïcité, toutes les atteintes, comme cela a été dit, par ignorance, mais aussi par intégrisme, refus du débat, refus de l'autre, la relation à l'autre. Nous ne voulions pas non plus nous limiter à l'Hexagone. Et nous attendons Denis Charbit, qui est professeur en Israël et qui est franco-israélien et qui doit nous apporter son point de vue justement de géopolitique. Donc, pas plus de discours seulement savants, pas plus seulement des dénonciations, parce qu'en plus, nous sommes nombreux à travailler avec des jeunes. Et nous savons que les dénonciations, malheureusement, ont peut-être un effet éphémère, mais guère plus. Il y a un vrai problème de militantisme pour nous tous. Il n'est pas si facile que ça de toucher les jeunes. Pire, pour ceux qui, à la LICRA, ont travaillé sur la radicalisation, on peut dire que les dénonciations, finalement, stimulent leur haine. On peut dire que les dénonciations conduisent à cette logique totalitaire que l'on connaît bien, qui est une inversion logique. À savoir, l'agresseur se présente comme la victime. Et cela est vrai sur le plan géopolitique, comme cela est vrai dans notre vie quotidienne, notre vie courante, dans les écoles. Alors,
Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, les démocraties sont en danger. Sur cette question-là, d'une relation complètement pervertie entre le politique et le religieux. Et nous avons un devoir de solidarité. Mario Stasi l'a rappelé, nous avons un devoir de solidarité, mais pas simplement parce que c'est moral, mais c'est vital. Aujourd'hui, c'est vital. Alors nous avons voulu comprendre quelles sont les forces offensives qui sont à l'œuvre dans ce monde tellement violent. Nous avons voulu aussi essayer de comprendre pourquoi tant de nos contemporains se croient les tenants du vrai, du bien, contre l'autre. L'autre, l'impie, le mécréant, l'apostat, le juif. En traçant des lignes de démarcation, on aime les murs à notre époque. On aime les fossés, la démarcation, puis on aime se justifier en disant que les autres sont impurs et qu'on est pur quand on est intégriste. Alors, vous savez bien que pour les intégristes, la démocratie est dépravée. Mais nous ne voulions pas céder, en effet, comme je l'ai dit, à un discours seulement de dénonciation. Nous voulions nous interroger beaucoup plus profondément sur la relation à l'autre, sur l'égale dignité des êtres humains, hommes ou femmes. Nous avons voulu donner à voir la laïcité, celle qui ouvre les chemins de liberté. Ça a été rappelé par Madame Yaël Braun-Pivet. Quelle liberté? Pas seulement croire ou ne pas croire, oui, c'est fondamental, mais la liberté de création. La liberté de création sans censure, sans frontières. Vos dessins, Laurent, peuvent tout à fait traverser les frontières. Et puis, c'est aussi la liberté émancipatrice dans l'éducation, toutes les formes d'éducation, c'est-à-dire le savoir, la raison, l'esprit critique. Et puis, ce qu'on oublie trop souvent parfois dans nos écoles, l'ouverture aux sensibilités et aux expériences les plus différentes. In fine, nous voulons affirmer notre vision du monde. En tant que laïque, c'est une vision universaliste. Un mot qui semble abstrait, un mot qui est décrié par les wokistes, les décoloniaux et je ne sais pas quelles autres personnes qui ne voient dans l'autre qu'une couleur de peau, une origine ou une religion. Oui, nous voulons affirmer contre la haine, contre le racisme et l'antisémitisme, une vision universaliste, je disais un horizon. Et mieux, François Rachline nous a rectifié l'expression en disant « Oh non, pas seulement un horizon, un projet. » Parce qu'un projet nous engage. Voilà, notre monde est trop souvent triste, violent, fermé. Alors merci à vous tous d'être là pour partager, pour débattre. Cette journée, nous la dédions à Boualem Sansal. Bien, à mon tour d'adresser, mais peut-être plus rapidement, des remerciements à la présidente de l'Assemblée nationale, au personnel de l'Assemblée nationale, aux permanents de la LICRA et aux bénévoles qui se sont mobilisés ce matin, au président Mario Stasi qui a dû nous quitter, à vous tous d'être présents et puis à nos intervenants pour cette première table ronde qui est consacrée à la démocratie en danger. Alors nous attendons Denis Charbit qui devrait nous rejoindre, j'imagine, dans les minutes qui viennent. Nous allons commencer sans lui pour ne pas prendre de retard. Jacqueline Costa-Lascou vous a dressé le cadre qui a été celui que nous avons imaginé pour cette
pour cette journée de partage, d'échange, dans laquelle nous souhaitons que chacun nous repartions avec, bien sûr, davantage de connaissances sur la matière qui nous réunit, mais aussi davantage d'énergie et de volontarisme, parce que je crois que si la laïcité est en difficulté dans notre pays en particulier, puisque c'est un des pays qui est animé par ce principe depuis au minimum 119 ans, en réalité depuis bien plus longtemps, c'est que il me semble que cette laïcité, elle est depuis trop d'années sur la défensive, que nous sommes, nous, partisans d'une république laïque, sur la défensive, et que finalement, ce sont ceux qui ont en tête un agenda théocratique qui nous amène sur leur terrain et qui imposent leur manière de voir. Et donc, il y a nécessité d'inverser la tendance et d'affirmer fièrement, comme nous a invité à le faire la présidente de l'Assemblée nationale, d'affirmer fièrement notre foi laïque, pour reprendre une expression chère à Ferdinand Buisson, notre foi laïque, dans ces principes émancipateurs d'une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors, la démocratie en danger, nous allons avoir pour intervenants successivement François Rachline, Arlette Zilberg et Denis Charbit, en espérant qu'ils nous rejoignent vraiment. François Rachline, vous êtes écrivain et essayiste, vous êtes vice-président de la LICRA, professeur d'économie à l'université de Nanterre et Sciences Po jadis, l'auteur d'une vingtaine d'essais, dont j'ai lu un certain nombre, pas suffisamment, mais je ne désespère pas d'avoir davantage de temps pour le faire, pour me rattraper, romans et récits, parmi lesquels une trilogie consacrée à une lecture non religieuse de la Bible hébraïque, éprouvée à Auschwitz, Moïse et l'humanisme. Alors ça, pour le coup, je l'ai lu, beaucoup apprécié, et nous avons eu l'occasion d'échanger à ce sujet, cher François. L'autre et nous, racisme et antisémitisme, paru l'année dernière, publié tous chez Hermann, et vous avez un site internet où on peut retrouver tous vos travaux et un certain nombre de vos interventions. Donc, cher François, je vais vous donner la parole pour commencer pour un exposé d'une quinzaine de minutes. Vous allez nous entretenir de la manière dont vous considérez que cette haine de l'autre, cette relation caractérisée par la haine vient mettre en danger notre démocratie, nos démocraties, dans une perspective qui ne soit pas simplement franco-française. Donc, je vous laisse dérouler votre propos et puis nous allons ensuite compléter. Merci Philippe. Je ne pense pas qu'il faille entamer tout de suite une discussion sur la démocratie et la haine et l'antisémitisme et le racisme, mais je pense un peu en sens contraire, c'est-à-dire que c'est parce que la démocratie s'affaisse ou qu'elle est affaiblie qu'on voit ressurgir la haine, l'antisémitisme et le racisme. Enfin, c'est un autre débat. Mesdames et messieurs et chers amis, je me suis dit que, suivant la norme habituelle, il faut commencer par une histoire. Une petite histoire drôle. Enfin drôle, je ne sais pas. Alors la voici. Au départ, je me suis dit qu'elle ne correspondrait peut-être pas exactement à notre sujet d'aujourd'hui, mais dans le fond, après avoir entendu la présidente de l'Assemblée nationale et Mario Stasi, je me dis que ça va peut-être coller un peu. L'histoire est la suivante. Un juif se déclare athée. Et ses amis lui disent, tu devrais voir le rabbin Cohen, il est athée aussi. Un rabbin athée? Oui, tu devrais aller le voir. Alors il va voir le rabbin l'accueille, et le rabbin lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, monsieur le rabbin, je viens vous voir parce qu'on m'a dit que vous étiez athée, et moi aussi. J'aimerais qu'on parle. Avec plaisir, lui dit le rabbin, mais de quoi voulez-vous que nous parlions? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous voulez. Alors le rabbin lui dit, mais voulez-vous que nous parlions de la Torah?
Alors l'homme lui dit, non mais c'est pas trop mon truc la Torah, je vous ai dit, je suis athée. C'est pas grave, lui dit le rabbin, c'est pas grave du tout. Voulez-vous que nous échangions sur le Talmud? Alors l'homme s'énerve un petit peu, enfin, écoutez, je ne suis pas venu pour ça, moi je vous ai dit que j'étais athée, vous aussi, non, vous me parlez de textes que je n'ai jamais lus. Mais on pourrait alors peut-être deviser sur la Kabbale, lui dit le rabbin. Alors l'homme s'énerve, il met pratiquement fin à l'entretien, et le rabbin lui dit, mais cher monsieur, vous n'êtes pas athée, vous êtes ignorant. Alors, je pensais que Denis, mon ami Denis, allait commencer par une intervention générale. Tu as dit, je veux bien te vouvoyer parce que tu m'as vouvoyé, mais même en public, je peux me permettre de te tutoyer. 15 minutes, c'est un peu juste. J'aurais voulu 45, 50, 1 heure, mais disons 20 minutes, si tu permets. D'autant que Denis n'est pas là, il faut remplir un peu. Je voudrais vous soumettre à votre réflexion un propos centré sur quelque chose de très étroit, c'est la subjectivité individuelle. Je voudrais partir de là pour essayer de voir, de déterminer les conditions, disons, subjectives de la laïcité. C'est un peu curieux, mais je vais essayer d'articuler tout ça, et je vais le faire en 3 moments différents. D'abord, parce que Jacqueline me l'a demandé, une réflexion sur qu'est-ce que l'autre pour nous, et puis ensuite, je vous parlerai de la différence entre ce que j'appelle l'indifférence de soi et la reconnaissance de soi, avec des paradoxes, et puis je déboucherai sur l'accession personnelle à la laïcité. Alors, quand on se demande, nous tous ici, hommes et femmes, qui est l'autre, la première réponse, c'est de dire, c'est pas moi. L'autre, c'est un ami, c'est un parent, c'est une relation, c'est un inconnu, c'est un adversaire, c'est un ennemi. Mais en tout cas, c'est pas moi. D'autant plus que vous le savez que l'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Alors, le problème, c'est que le paradis, c'est pas personne. On est obligé de composer avec les autres. Mais il y a quand même un doute, dès lors qu'on y réfléchit, sans même se regarder dans la glace le matin, il y a un doute qui s'introduit parce que, par exemple, dans une magnifique photo de Nadar, pas le tennisman, le photographe Nadar, une très belle photo de Gérard de Nerval. Gérard de Nerval a écrit en dessous « Je suis l'autre ». Le doute s'accentue quand on sait que Rimbaud a écrit à Paul de Mény « Je est un autre ». Ce sont des choses qu'on connaît tous. Le doute s'accentue lorsque, et je suis sûr que ça nous est arrivé à toutes et à tous, lorsqu'on dit « mais je ne sais pas ce qui m'a pris ». C'est une réflexion comme ça, ou alors je ne comprends pas pourquoi j'ai fait cela. Ou bien ça a été plus fort que moi. Pire, ça m'a mis hors de moi. Hors de moi, comme s'il y avait quelque chose d'autre en moi, comme s'il y avait une espèce de dédoublement, c'est curieux. Je peux mettre hors de moi. Ce doute veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'altérité en nous, et que peut-être on a tendance à le refuser ou à ne pas l'accepter de manière très réelle ou très réaliste. Ce qui fait que vous allez voir comment mon propos s'achemine progressivement vers la laïcité, j'ai le choix entre accepter qu'il y a un doute et qui est peut-être quelque chose qui est un peu plus complexe qu'un bloc identitaire établi une fois pour toutes. J'ai donc la possibilité de rejeter ce constat ou ce sentiment, ou de l'accepter et de m'interroger et d'enquêter. Si je le rejette, c'est-à-dire que je considère que je refuse tout ce qui n'est pas identique à ce que je crois être. Je vais y revenir dans un instant, c'est ce qu'on peut appeler l'identitarisme. Identitairement, je suis comme je suis, point, terminé, il n'y a pas photo et il n'y a pas de discussion. Si je m'interroge, dans ce cas-là, je commence à me mettre dans une position d'éclaireur. Vous savez, l'éclaireur, c'est celui qui parcourt un espace qu'il ne connaît pas très bien, il essaye de repérer des choses qui peut-être lui permettront de mieux s'orienter dans cet espace. Dans le premier cas, et c'est le deuxième temps que j'annonçais pour mon propos, dans le premier cas,
Et c'est un peu paradoxal, lorsque vous refusez de vous interroger sur ce qui, en vous, est un peu différent de ce que vous croyez a priori, dans ce cas-là, j'appelle ça une méconnaissance de soi. Autrement dit, la méconnaissance de soi, quand vous êtes identitariste, une fois pour toutes, et vous dites « je suis comme ça », vous savez, les Italiens disent « sono fatto così », je suis fait comme ça. Si vous affirmez ça de manière définitive, vous êtes dans une logique d'ignorance de vous-même. En revanche, si vous commencez à vous interroger, si vous vous posez la question « mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui a parlé à un moment ou à un autre ?» alors, c'est exactement le contraire. Vous commencez un processus de reconnaissance de vous-même. Et je vais expliquer pourquoi il me semble que la reconnaissance de soi peut aboutir à une compréhension et une ouverture sur la laïcité, tandis que la méconnaissance de soi ferme la porte. Je vais y revenir dans un instant. Alors, se reconnaître, c'est un peu différent du « connais-toi toi-même » qui était inscrit sur le temple de la Pythie à Delphes et qu'on a attribué à Socrate. Connais-toi toi-même, ça veut dire qu'on peut y arriver. La reconnaissance de soi, ça veut dire que c'est un chemin continu, long, et dont on n'est pas du tout certain d'arriver au bout. Et même entre vous et moi, on sait qu'on n'y arrivera jamais, parce qu'il reste toujours quelque chose. Un artiste est celui qui, en permanence, avec les forêts de son génie, travaille à savoir ce qu'il y a, et il y a toujours quelque chose qui lui résiste, jusqu'à la mort. D'autant plus qu'il n'y a peut-être pas qu'un seul inconnu ou une seule inconnue en nous, il peut peut-être y en avoir plusieurs. Je vous donne 2 exemples. Le Figaro de Beaumarchais dit, en parlant du moi, la fameuse, vous savez, c'est le fameux monologue du 5e acte, Figaro dit « Le moi est un assemblage informe de parties inconnues ». Avant Freud, c'est pas mal, hein? Un assemblage informe de parties inconnues. Et une autre histoire que j'aime beaucoup et qui montre à quel point on peut être beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense. C'est arrivé à Orson Welles. Orson Welles était déjà très connu, il avait fait La Guerre des Mondes, qui est une émission de radio, et il avait réalisé Citizen Kane, qui, comme vous le savez, est un film majeur dans l'histoire du cinéma. Et il était invité aux Pays-Bas pour une émission, et il y avait une salle qui était beaucoup moins grande que celle-ci, mais il y avait quand même à peu près 80 places, et il y avait 4 ou 5 personnes dans la salle, c'est tout. Pratiquement personne. Donc Orson Welles est arrivé, il a fait son show habituel, il a dit « Mon nom est Orson Welles », et il a dit, alors approximativement, je ne suis pas certain de citer strictement, il a dit « Mesdames et messieurs, je suis violoniste, enfin je joue du violon plutôt, je peux imiter des voix, j'ai réalisé un film, je suis réalisateur donc de films, je suis metteur en scène de théâtre, je suis acteur, je suis prestidigitateur, tout ça était vrai. Et puis il s'est arrêté, il a dit « Comment se fait-il que je sois si nombreux et que vous soyez si peu ?» Nous sommes tous très nombreux, en plus de ce que nous ne connaissons pas. Donc, c'est peut-être, si vous voulez, la difficulté, c'est de nous mettre en face à face, avec tous ces autres que nous sommes, et que, faute de mieux, nous appelons « je ». Je suis. Et peut-être vous vous demandez, bon d'accord, tout ça est très bien, c'est très gentil, mais quel rapport avec la laïcité ? Eh bien voici. Je crois que quand on s'éloigne de ce que j'ai appelé l'identitarisme, c'est-à-dire l'obsession de l'identité, je fais une parenthèse, même si ça prend quelques instants de plus, mon cher Philippe, parce que pour rédiger le petit livre que tu as eu la gentillesse de signaler, le dernier, là, l'autre et nous, j'ai regardé dans le grand littré qui me vient de mes parents, de 1875, j'ai regardé le mot « identité ». Il n'y est jamais question des êtres humains. Jamais. C'est une question mathématique. Donc je me suis demandé, mais à partir de quand on a commencé à s'intéresser à l'identité ? Alors pas l'identité criminelle ou l'identité judiciaire, qui nous vient d'à peu près 1920,
eh bien, on a commencé effectivement à s'intéresser à l'identité, à ce que c'est que l'identité, mon identité, d'où je viens, comment je suis, etc., vers le premier tiers du XXe siècle. Et c'est devenu une espèce d'obsession aujourd'hui, puisque lorsque, je ferme la parenthèse, lorsque on commence la démarche de reconnaissance de soi, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On a des ancêtres, on a des ascendants, on a des origines culturelles, etc. Mais il ne faut pas confondre ceux-ci qui sont des racines avec l'identité, c'est-à-dire avec ce qu'on fait. L'identité de quelqu'un, ce sont ses actes. Il y a un mot merveilleux de Montaigne que j'aime beaucoup, qui est le suivant: le vrai miroir de nos discours, c'est le cours de nos vies. C'est notre vie qui montre ce que c'est que, soi-disant, ce que nous pensons. Donc si notre vie est conforme, alors oui. Et puisque la laïcité n'est pas synonyme d'ignorance, me semble-t-il, je voudrais terminer, ou presque terminer, mon propos sur l'évocation d'un verset du Lévitique que tout le monde ici connaît, sous sa forme générale, virgule et erronée, et c'est pour ça que je l'évoque, qui est dans le chapitre 19, le verset 18 du Lévitique. Le Lévitique est un des livres de la Torah, du Pentateuque, le 4e, et qui dit la chose suivante, je vous le donne dans sa formulation française la plus courante, la plus connue et la moins juste: aime ton prochain comme toi-même. Alors, je me permets de quelques réflexions à ce sujet parce que je crois que ça vaut le coup pour notre propos. Marguerite Yourcenar, dans les Mémoires d'Adrien, a imaginé une relation entre Adrien et un juif, et Adrien, l'empereur, dit à cet homme: mais ta doctrine, ta religion est totalement irréaliste, parce que on dit aime ton prochain comme toi-même, or le sage ne s'aimera jamais lui-même. Et le commun n'aime que lui-même. Donc, c'est idiot. Alors, c'est pas faux. Si on regarde les choses comme le regardait Adrien, c'est pas faux. Le problème, c'est que jamais, il n'a été écrit dans le Lévitique et en hébreu « aime ton prochain comme toi-même ». Jamais. C'est pas ça qui est écrit. On peut l'écrire, ça, en hébreu, mais c'est pas ça qui est écrit. Alors, je vais pas rentrer dans l'hébreu, parce que je suis pas certain que tout le monde soit capable de s'amuser avec l'hébreu. Mais je voudrais vous attirer votre attention sur 2 ou 3 points très simples. D'abord, il est complètement stupide de dire « aime ». Enfin, si on me dit « aime-moi », enfin, c'est idiot. On ne peut pas donner comme ordre à quiconque d'aimer. On peut lui dire « pars », on peut dire « reste », on peut dire « viens ». Un impératif, oui, mais « aime », non, c'est idiot. C'est pour ça que dans le Lévitique, il n'y a pas écrit « aime », mais « tu aimeras ». Tu aimeras, ça veut dire, dans la langue hébraïque, il n'y a que 2 temps, l'inaccompli et l'accompli. Tu aimeras, ça veut dire, à partir de maintenant, tu essaieras d'aimer pour toujours. Tu essaieras. C'est pas la remarque la plus importante. Il y en a 2 autres, à mon avis, qui sont utiles pour nous. La deuxième, c'est le verbe aimer. Alors, c'est vraiment un verbe d'une platitude terrible, même s'il exprime quelque chose de magnifique. On peut aimer, évidemment, son conjoint ou sa conjointe. On peut aimer un beefsteak, on peut aimer son chien, on peut aimer aller se promener, on peut aimer la décoration de cette salle. Enfin, c'est banal, incroyable. Bon, c'est très, très banal. Le verbe hébreu qui est utilisé dans le texte biblique a une racine qui permet d'avoir le mot « ahav ». Et « ahav », c'est le désir. C'est important, le désir. C'est encore plus que aimer. Désirer. En disant, les horizons temporels sont différents. Et la deuxième remarque importante, c'est le mot qui est utilisé dans le verset. Le mot qui a été traduit par « prochain ». C'est extraordinaire parce qu'en anglais, si vous regardez la Bible en anglais, on vous dira « aime ton voisin, ton neighbor ». Le neighbor. Nous, on dit « prochain ». Le problème, c'est que dans le Lévitique, le mot qui est traduit par « prochain », c'est un mot très complexe, et pourtant il n'a que 2 lettres. Il y a une lettre qui est le R, et une autre qui est le Aïn. Aïn, c'est une lettre gutturale muette en hébreu. Donc,
on a traduit ra'a, on a mis des voyelles, parce qu'en hébreu, comme vous savez, comme en arabe, il n'y a pas de voyelles, et dans le texte biblique, il était écrit sans voyelles. Donc on a dit ra'a, c'est-à-dire ra'a, c'est ton proche, ton prochain, ton compagnon, ton ami, quelqu'un que tu aimes bien. Mais le même mot, avec des voyelles différentes, R, Aïn, Raé, c'est ton ennemi. Ton ennemi, ton adversaire, celui qui te veut du mal. Alors prochain, c'est pas idiot, parce que prochain, ça peut être un ami comme un ennemi. Ça peut être quelqu'un dont on ne peut pas exactement savoir ce qui va se passer avec lui. Mais si maintenant vous regardez, c'est ma dernière remarque sur ce verset, vous voyez qu'il est plus compliqué. Quand on dit la simplicité biblique, c'est vraiment très, très erroné. Hein. Le verset ne dit pas « tu aimeras ton prochain » parce que ça peut se dire. On dirait « ahavta et reacha ». Le verset dit « tu aimeras ou tu désireras pour ton prochain ». Alors ça, c'est la syntaxe hurle. Tu désireras pour ton prochain comme pour toi. En fait, ce texte dit que tu dois désirer pour l'autre ce que tu peux désirer pour toi. Et notamment, tu peux désirer pour toi ne pas être volé, ne pas être assassiné, ne pas être violé, ne pas être interdit de penser. Je suis sûr que mon ami Alain David me pardonnera pour une fois, moi, de citer Lévinas, qui est présent bien sûr dans cette logique. Mais Lévinas, quand on lui disait « mais alors aime ton prochain comme toi-même », comment vous le traduisez? Il disait « aime ton prochain, c'est toi-même ». C'est toi-même, ce qui est évidemment magnifique. Tu aimeras pour ton prochain parce que ton prochain est un étranger comme tu l'es toi-même pour toi-même. Tout ça peut paraître un peu compliqué, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Et Philippe, ça y est, je te promets, j'ai terminé. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment dépassé mes 15 minutes. L'expérience personnelle permet de ne pas rejeter l'autre, parce que l'autre, c'est moi aussi. Donc, si je rejette l'autre, je suis en contradiction avec moi-même. Tout ça passe très au-dessus de la tête des identitaristes et des gens qui ont de la haine, hein, très, très au-dessus. Je suis en train de parler là de la condition que nous devons remplir pour avoir accès à la laïcité dans son sens le plus large. Et donc, ma conclusion est la suivante. Le refus du principe d'altérité comme fondement de l'identité, pas des racines. Les racines sont évidemment très, très différentes, mais comme fondement de l'identité, barre la route à la laïcité. Elle empêche de l'accepter. L'affirmation de ce principe n'ouvre pas grandes les portes, mais elle permet de l'accepter si on fait l'effort de comprendre que les autres ont le même besoin de liberté de conscience que moi, et que je ne peux pas les entraver comme je souhaite ne pas être entravé par eux. Et donc, la conclusion très simple pour nos amis qui interviennent souvent auprès des écoliers et des plus grands, c'est qu'aux petits, il faut rappeler ce verset. Il est très important, ce verset. Aux plus grands, il faut rappeler le principe d'altérité, parce qu'avec l'âge, on finit quand même par s'apercevoir que ce n'est pas aussi simple, l'identité. Et aux plus vieux comme moi, il faut rappeler que c'est jamais, jamais gagné, il faut tout le temps recommencer. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, cher François, pour ton intervention. Denis Charbit nous a rejoint. Je vais vous laisser vous installer, enfin, prendre vos aises tranquillement et vous donnerai la parole après Arlette Zilberg. Donc, chère Arlette, vous êtes cofondatrice de Citadelle. Vous allez nous entretenir du sujet suivant, femmes premières sacrifiées mais combattantes.
Vous êtes linguiste de formation, vous avez été professeur des écoles, orthophoniste, vous avez été élu local, maire adjointe dans le 20e arrondissement de Paris. Vous avez été également responsable national de la commission féminisme des Verts et vous avez quitté ce parti il y a une dizaine d'années maintenant. Vous êtes engagé dans le secteur associatif, reconnu en France et à l'étranger, sur les questions de féminisme et de laïcité, cofondatrice après l'assassinat de Mahsa Amini du réseau Citadelle. Donc, chère Arlette, je vais vous donner la parole, te donner la parole. Nous nous tutoyons aussi dans la vraie vie, donc pour une quinzaine de minutes, chère Arlette. Merci. Bien, donc, je vais essayer d'éclairer un peu nos débats à travers le prisme féministe. Un bon indicateur pour mesurer l'état de la démocratie dans un pays est sans nul doute le degré de liberté des femmes. Encore faut-il s'entendre sur le sens donné à l'expression « liberté des femmes ». Il y a tant de mots tordus aujourd'hui. Mais puisque nous sommes entre nous, je retiendrai 2 critères essentiels avec lesquels je pense vous serez d'accord. Égalité des droits entre les femmes et les hommes et émancipation. Et si l'on croise ces données avec l'influence du religieux sur le politique, force est de constater que les femmes sont sinon les premières sacrifiées, mais les premières impactées dans leur chair. Sont-elles pour autant des combattantes de la démocratie ? Pour illustrer mon propos, je voudrais d'abord vous faire partager mes quelques réflexions sur ce qu'il en a été des droits des femmes sous l'Allemagne nazie. Si nous avons en tête uniquement le fait que les femmes ont été renvoyées au foyer, nous faisons fausse route. Je ne citerai que 2 exemples. Le premier est le documentaire d'Andrés Weil, sorti en France le 27 novembre dernier, Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres. Cette actrice et cinéaste phare du Troisième Reich, proche de Goebbels et d'Hitler, a réalisé des films de propagande nazie. Quand on sait le rôle de la propagande dans la machine nationale-socialiste, il est difficile de déresponsabiliser cette dame. Et pourtant, elle a été acquittée et blanchie de toute responsabilité, non concernée par la loi de dénazification. Toujours en référence au Troisième Reich, je souhaite mettre en lumière la republication en octobre 2023 du livre de Rita Thalmann et préfacé par Liliane Kandel, « Être femme sous le Troisième Reich ». Il nous éclaire sur le rôle des femmes dans le régime nazi. Car si les femmes ont eu à subir des mesures liberticides, elles ne furent pas toujours du bon côté de l'histoire, comme on dit. Même reléguées dans leur foyer, elles ont majoritairement participé activement au soutien du régime, à la bonne marche du régime, et ce, à partir de leur position sociale de femmes. Et pourtant, des restrictions des droits, notamment concernant le travail, le divorce, leur autonomie, il y en eut un paquet. Le summum fut atteint par la mise en place des Lebensborn, ces maisons qui accueillaient les épouses, fiancées ou amies, enceintes de SS. Des centres, la plupart du temps gérés par des femmes, et qui oscillaient entre pouponnières et bordels. L'obsession nataliste du régime et sa politique démographique auront bien évidemment pour conséquence immédiate l'interdiction de l'avortement.
Pour en revenir directement à notre sujet, femme première sacrifiée mais combattante, nous devons aussi nous pencher sur l'influence du religieux sur le politique. Combattante, les Espagnols le furent en 2014, lorsque le gouvernement du Parti populaire, sous influence de l'Église catholique, a voulu modifier la loi qui autorisait le droit à l'avortement. Un combat remarquable qui eut pour conséquence la démission du Premier ministre et à terme la défaite du Parti populaire aux élections suivantes. En revanche, aux États-Unis, force est de constater que le combat pour les droits des femmes, et notamment pour le droit à l'avortement, n'a pas pesé suffisamment lourd face au poids du Tea Party et au poids de plus en plus prégnant des églises catholiques et évangéliques qui défendent une vision traditionnelle de la famille et diabolisent l'avortement et l'homosexualité. Or, face au virilisme décomplexé de Trump, le mouvement féministe états-unien, parasité et affaibli depuis des années par des débats autour de l'intersectionnalité, n'a pas su offrir de perspectives féministes crédibles. À force de hiérarchiser les combats, de mettre en concurrence différentes identités, à force de subordonner les droits des femmes à d'autres combats qui n'ont rien de féministe, les combats féministes sont devenus illisibles, que ce soit sur la question du corps des femmes, que sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Avec la victoire de Trump, il est hélas fort à parier que l'accès des femmes à l'avortement ne soit encore plus compromis qu'aujourd'hui. Il en va de même pour l'Argentine. Alors que nos féministes combattantes avaient gagné le droit à l'avortement il n'y a pas si longtemps, en 2021, la présidence de Javier Milei, soutenue et entourée par les évangéliques, voit déjà l'impossibilité pour les femmes d'avorter, faute d'accès à ce qu'on appelle la pilule du lendemain ou d'hôpitaux en capacité à pratiquer les IVG. Quand le religieux revient en force, on assiste à un recul des droits des femmes. Or, si l'on veut bien considérer que les droits des femmes sont des droits humains, lorsqu'ils régressent, c'est la démocratie qui est en danger. Le fait d'avoir inscrit la liberté d'avortement dans la Constitution française devrait nous protéger, espérons-le, d'une éventuelle régression sur cette question. Et comme il en faut pour tout le monde, je vais dire quelques mots sur ce qu'on appelle le monde musulman. L'un des signes le plus visible du poids de la religion dans l'espace public est bien le voilement des femmes, voire des fillettes. Ça commence toujours comme ça. Vivant dans le 20e arrondissement de Paris, où vit une population d'origine subsaharienne, j'ai constaté que les femmes et les fillettes d'origine malienne et même sénégalaise portent hijab et abaya dans l'espace public. Ces vêtements, vous savez, qui recouvrent le corps des femmes. Même des femmes nées et scolarisées en France, alors que leur grand-mère portait des boubous avec décolleté il y a 30 ans. Il serait intéressant de recouper le port de cette tenue et l'avancée des islamistes dans les pays d'origine. Les islamistes au pouvoir, ainsi en est-il des théocraties, ont toujours porté atteinte au corps des femmes pour le contrôler. Pire, certains régimes ont même établi un apartheid de sexe avec des lois humiliantes et discriminatoires envers les fillettes, les filles et les femmes, c'est-à-dire envers le sexe féminin. Les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes.
Je ne vais pas empiéter sur le propos de notre ami Chala Shafik, qui interviendra lors de la prochaine table ronde. Mais je vais tout de même rappeler que les femmes ont été les premières touchées dans leur liberté lors de l'avènement de la République islamique d'Iran. Elles ont été parmi les premières combattantes du régime lors de la manifestation du 8 mars 1979, lorsque des dizaines de milliers de femmes sont descendues dans la rue pour protester contre l'obligation du port du voile que voulait leur imposer le nouveau pouvoir. La République islamique d'Iran a mis en place un régime d'apartheid de sexe où dès le plus jeune âge, garçons et filles sont séparés sur la base de leur sexe biologique et ont des droits différents. Je préfère parler d'apartheid de sexe plutôt que d'apartheid de genre. Et ce, d'autant plus qu'aujourd'hui, le genre signifie chez les néo-féministes la façon dont un individu veut être reconnu ou nommé. Encore un mot tordu. Autre pays où les femmes ont été les premières sacrifiées, on pense évidemment à l'Afghanistan, où le régime islamiste des talibans retire chaque jour des droits aux femmes. Droit d'étudier, droit de chanter, droit de parler en public, droit de se promener, etc. Et cela en s'appuyant sur le Coran. Là aussi, les premières mesures ont été de s'attaquer au corps des femmes en les recouvrant d'une bâche, en les bâchant, on va dire. On est même presque, je dirais, au-delà de l'apartheid de sexe. Il faudrait peut-être inventer un nouveau mot qu'apartheid, car ce que les Afghanes vivent aujourd'hui est encore au-delà de ce que les Noirs vivaient en Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid. Elles n'ont plus aucun droit, même si chaque jour nous apprenons qu'un autre droit leur est enlevé. On ne sait pas jusqu'où ils vont creuser. Or, depuis un certain temps, des images nous parviennent de femmes afghanes manifestant contre cette condition inhumaine. Le courage de ces combattantes nous oblige, car elles ont deux ennemis, les talibans, mais aussi Daesh. Et il me faut dire aussi deux mots de Daesh, ces terroristes islamistes qui n'ont pas dit leur dernier mot sur la scène internationale. Rappelons-nous du film Sœurs d'armes de Caroline Fourest, sorti en 2019. Une fiction, mais qui s'appuie sur la réalité et remet en scène des combattantes kurdes, des femmes yézidis. La réalité, ce sont aussi les hommes de Daesh qui ont kidnappé des femmes yézidis, violées, les ont réduites à l'esclavage sexuel et revendues sur les marchés. Selon les déclarations du père des Bois, hier sur RCJ, il reste encore 2600 esclaves sexuels yézidis. La réalité, c'est que toutes ces exactions des islamistes contre les mécréants sont adossées à la religion. Le viol, l'esclavage sexuel, la mise enceinte, les mutilations, voire les pires exactions et tortures. Alors, comment expliquer que des jeunes femmes ayant grandi en France, puissent partir rejoindre Daesh? J'ai hâte d'aller voir le film Rabia de la réalisatrice allemande Marieke Engelhardt et qui est sorti en France avant-hier. Pour ce faire, la réalisatrice a enquêté pendant 8 ans auprès de jeunes filles revenues de Syrie. Ce film nous montre la réalité de ces maisons, les Madafa, où sont accueillies les jeunes femmes venues du monde entier pour rejoindre Daesh. Elles y sont embrigadées et destinées à devenir des épouses de djihadistes.
En écoutant sur Internet les propos des actrices Megan Norsam et Lubna Azabal, je n'ai pu m'empêcher de faire le rapprochement entre les Lebensborn du Troisième Reich et ces maisons qui elles aussi étaient finalement des lieux qui servaient à la fois de pouponnières, mais aussi de bordel pour les combattants de Daesh. Fonction reproductrice, mais aussi objet sexuel. Bien sûr, il n'est pas question de comparer Trump et Khamenei, car il est toujours plus facile pour une femme de vivre aux USA qu'en République islamique d'Iran. Malgré tout, le danger est réel de voir le religieux interférer dans le politique en cette période de grande confusion et de grande instabilité. Alors les femmes, premières sacrifiées, le plus souvent combattantes, pas toujours du bon côté de l'histoire. Et pourtant, il aura fallu des années à la justice française pour comprendre que les jeunes djihadistes françaises étaient parties à Raqqa parce qu'elles adhéraient à l'idéologie de Daesh. Elles ont longtemps été déresponsabilisées parce que femmes, un peu comme le fut Leni Riefenstahl. Je vous remercie. Merci Arlette pour ce propos qui nous permet d'avoir un panorama dans d'autres pays, dans d'autres cultures, et puis ce parallèle, cet aller-retour avec le passé du milieu du XXe siècle et aujourd'hui est, je crois, assez éclairant pour nos affaires du jour. Alors, Denis Charbit, vous allez nous entretenir de l'impact des religions sur les régimes politiques et les conflits au Moyen-Orient. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de l'histoire des idées, professeur à l'université de Ranana en Israël. Vous avez publié sur l'engagement politique des intellectuels français, notamment Camus et Beauvoir, sur la pensée juive contemporaine et aussi sur la démocratie chrétienne, et notamment sur le Sillon de Marc Sangnier. Vous avez été professeur invité à l'Université de Californie, à l'Université du Vermont et également à Sciences Po Paris. Je vous donne la parole pour une quinzaine de minutes. Bien. Je voudrais commencer d'abord par un mot d'excuse et vous dire que j'ai toujours scrupule à répondre à une invitation lorsque je sais d'avance que je ne vais pas pouvoir assister à l'intégralité des travaux. Lorsque j'étais invité au Havre, j'ai eu scrupule à y participer depuis le début jusqu'à la fin. Et là, quand l'invitation m'a été faite, j'ai répondu favorablement, tout en sachant bien que je serais obligé de vous quitter. Je vous prie de m'en excuser. Ce n'est pas absence de courtoisie de ma part, mais voilà, on va dire un agenda, puisque je suis retourné en Israël et que je viens désormais pour des petites périodes, ce qui explique que je saute, pour ainsi dire, d'un rendez-vous à l'autre, d'une intervention à l'autre, et ce qui fait que je dois être en fin de matinée, je dois me rendre à Lille. Voilà, alors, j'ai tenu néanmoins à répondre, alors que j'avais pesé le pour et le contre, justement pour ne pas me retrouver dans cette situation un peu indélicate, mais j'ai estimé que... de la même manière que vous aviez accueilli au Havre mon propos avec beaucoup d'intérêt, qu'il y avait peut-être quelque chose là qui me semblait, je ne dirais pas ma marque de fabrique, mais l'idée de me rendre dans des lieux, dans des institutions, en Israël bien sûr, mais également en France, très diverses les unes des autres, qui très souvent d'ailleurs ne se parlent pas entre elles, dans le but, venant de l'extérieur, étant en quelque sorte un témoin extérieur, d'apporter, je dirais, pour ainsi dire, voilà, un autre point de vue qui puisse, voilà, je dirais, secouer, pas toutes les certitudes, mais quelques-unes d'entre elles. Et je dis cela parce que, comme je l'écris effectivement dans mon dernier ouvrage,
Israël, l'impossible état normal, où je commence chacun des chapitres en racontant mon implication personnelle dans le sujet, au lieu d'adopter uniquement la position de surplomb d'un spécialiste, d'un politiste, au nom de la science, au nom du savoir, au nom de la connaissance. Dans le chapitre précisément consacré au pouvoir religieux, j'explique, encore une fois, en me fiant à mon expérience personnelle, que ayant grandi en France, c'est-à-dire dans un pays placé sous l'autorité de la laïcité, je suis passé dans un pays, l'État d'Israël, où les religions ont un autre statut que celui dont elles bénéficient en France, et que, à bien des égards, ayant bénéficié et d'un statut et de l'autre, eh bien, je me retrouve toujours dans une sorte de négociation permanente entre deux modèles, entre lesquels je n'ai pas vocation à dire celui-là est le bon, celui-là est le mauvais, mais à considérer ou à tenir compte des avantages que chacun des deux modèles produit. Et je dis cela parce que j'étais donc tout à fait conscient et très rapidement de la visibilité donc des religions en Israël, et quand bien même en Israël le judaïsme n'est pas défini comme religion d'État, il me semble à bien des égards, même si juridiquement parlant ce n'est pas le cas, ressembler un petit peu à un régime concordataire, ou en tout cas un régime dans lequel toutes les religions sont reconnues, et Israël reconnaît un très très grand nombre de cultes, même s'il accorde implicitement, pas forcément explicitement, une place privilégiée qui découle notamment du fait que l'État d'Israël est défini dans les textes de loi constitutionnels ou quasi-constitutionnels comme un État juif et démocratique, juif étant perçu ou étant entendu à la fois au sens, on va dire, religieux du terme, mais également au sens national du terme. Alors, je dirais que considérant la situation française, je ne peux pas ne pas m'empêcher de considérer en quelque sorte que de 1905 jusqu'à une vingtaine ou 30 dernières années, la laïcité s'est établie dans une situation que je pourrais qualifier avec un peu d'ironie, une situation de luxe. C'est-à-dire établir la laïcité lorsqu'il y a parallèlement des mouvements de déchristianisation ou de déjudaïsation ou de déprotestantisation, et je ne dirais pas d'islamisation parce qu'il n'y avait pas beaucoup de musulmans en France à cette époque-là, même si, et je rappelle que dans les colonies, le statut personnel était respecté et reconnu. Alors, cette laïcité, elle a pu, je dirais, suivre un chemin triomphant, sans entrave, sans embûche, précisément parce que cette séparation je dirais, des églises et de l'État, comme on dit, était, je dirais, adossé à un mouvement issu de la société civile, donc prenant des distances avec les autorités religieuses. Et le défi auquel vous êtes confrontés aujourd'hui, c'est qu'on se trouve aujourd'hui face à des communautés religieuses, alors qui ne sont pas de poids égal sur le plan numérique, mais qui, d'une certaine manière, entendent remettre en cause, au nom de la démocratie, au nom de la liberté de conscience, au nom de la liberté de penser, ce principe de séparation très rigide qui a été donc établi depuis 1905. Et on voit bien, parmi les partisans de la laïcité, cette distinction qui existe depuis de longue date, mais qui n'a jamais été aussi, je dirais, aussi forte entre les partisans d'une laïcité-neutralité. Voilà, la République est neutre vis-à-vis de toutes les religions, elle n'en préfère aucun, elle n'en salarie aucun, elle n'en subventionne aucun. Et puis une laïcité, je dirais, de combat. Alors, et là, encore une fois, c'est beaucoup, et d'où le fait que la laïcité qui a bénéficié, je dirais, pendant plus d'un demi-siècle, voilà, d'une légitimité, on va dire, générale, qui transcendait les classes, y compris les appartenances religieuses. Tout le monde était attaché à ce modèle, et il était attaché à ce modèle pour de très bonnes raisons. C'est que la laïcité, c'est pas seulement les religions qui n'interviennent pas dans le fonctionnement de l'État et dans la chose publique et la chose politique. La laïcité, c'est aussi le fait que l'autorité politique s'interdit
d'intervenir dans les affaires intérieures culturelles, des églises. Et à cet égard, il y a, on va dire, une sorte d'équilibre qui a, encore une fois, très bien fonctionné. Encore une fois, dans un contexte où, globalement, collectivement, les différents groupes confessionnels voyaient bien leurs ouailles par la petite porte ou par la grande porte, l'équité, parce que le libre arbitre ou la liberté de conscience était en quelque sorte le premier axe. Et vous êtes confronté, en quelque sorte, et même si je suis franco-israélien, mais vivant le plus clair de mon temps en Israël, excepté cette année sabbatique en France, vous êtes confronté aujourd'hui à des revendications émanant de groupes d'autorités religieuses, lesquelles s'appuient sur des ouailles qui, pour le coup, pénètrent de nouveau dans les églises, dans les synagogues, dans les mosquées, ce qui leur donne effectivement... nous sommes en démocratie, une certaine, on va dire, légitimité à revendiquer un ordre qui soit peut-être différent de celui qui a été établi en 1905. Alors, l'expérience que j'ai, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais insister, encore une fois, je vis dans un pays et je vis dans une région, le Moyen-Orient, dans lequel les religions ont droit de cité, elles sont visibles, elles ne sont pas vécues, elles ne sont pas perçues comme des identités sur lesquelles on doit, je dirais, mettre un voile, on n'a pas à définir sa religion, etc. Je veux dire, pour moi, ça fait partie des chocs, je dirais, presque culturels. Je me souviens très bien qu'en France, l'expression, l'aveu de son appartenance religieuse ne faisait pas partie, je dirais, du discours public. Je peux raconter de manière, encore une fois, très personnelle. Je me souviens que lorsque mon père remplissait le carnet de correspondance pour me dispenser d'aller à l'école le jour de Kippour, il ne mettait certainement pas le Kippour, mais solennité religieuse, avec une discrétion qui essayait bien, je dirais, à cette conception prédominante de la laïcité. Ce n'est pas le cas en Israël où on reconnaît, où les institutions, l'État, reconnaît non seulement le droit, mais encore une fois l'expression, y compris dans l'enceinte politique. Alors, que faire, comment faire ? Et je voudrais peut-être ici livrer une recommandation pour dire la chose suivante. À partir du moment... Alors, vous êtes encore, et je l'espère pour longtemps, régi par des lois et des règles et qui exclut les autorités religieuses de toute participation politique. Ce n'est pas le cas en Israël, ce n'est pas le cas dans la région, en Jordanie, au Liban, à plus forte raison, où tout le modèle est structuré sur la reconnaissance des identités religieuses. Et dans ce contexte-là, lorsqu'on a affaire à des groupes relativement importants, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Quand on n'a pas en quelque sorte le luxe d'avoir une situation à la française où les religions ont certes une autorité spirituelle, une autorité pour édicter des soutiens ou des refus de certaines situations sociales, je pense à l'avortement, au mariage pour tous, etc. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'elles pénètrent à l'intérieur des enceintes politiques ? Et là, je dirais que nous vivons en Israël notamment, mais encore une fois, la région n'est pas tellement différente, puisque ce qui me paraît, je dirais, plus problématique, ce n'est pas tant, compte tenu de la situation qui existe, ce n'est pas tant l'intervention des partis religieux dans la vie politique, c'est la direction qu'elles font prendre à ceux qui se reconnaissent dans ces identités religieuses. Je veux dire par là que ce qui me paraît de plus pernicieux en Israël et encore une fois dans la région, c'est que d'une certaine manière, alors si on prend la dimension du conflit, on voit que alors même qu'on est très conscient que les spiritualités religieuses peuvent être un formidable tremplin pour affirmer l'unité du genre humain, l'égalité devant Dieu de tous les hommes et de toutes les femmes, on voit bien malheureusement que l'orientation principale qui est prise par ces tendances religieuses, eh bien, c'est justement de mettre en avant, je dirais, tout ce qu'il y a, enfin le message le plus particulariste, le plus étroit, le plus intolérant. Et donc,
je dirais plutôt que, et je vous donne ici ma propre expérience, plutôt que de livrer un combat contre les religions en tant que telles, je m'efforce, précisément parce que je suis attaché à la laïcité, c'est-à-dire à la séparation des églises ou des cultes de l'État, je m'efforce d'essayer de susciter des dialogues, des négociations avec des personnes pour qui l'identité religieuse n'est pas simplement l'affaire de la conscience privée, n'est pas simplement à vivre dans la sphère d'un lieu de culte ou dans la sphère de son propre domicile, et qui demande à avoir une représentativité, une représentation dans l'espace public, mais en négociant cela avec ceux qui, comment dirais-je, articulent leurs projets religieux, leurs projets spirituels, dont je ne peux pas ne pas tenir compte lorsqu'il est là, lorsqu'il est visible, avec les orientations les plus universalistes possibles. Voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est une recommandation, j'ai dit que j'aime bien un petit peu secouer le cocotier des certitudes, mais je dirais que, bien sûr, on peut décider de mener un combat, on dirait même une croisade contre toute tentative d'intervention dans le champ politique, là où je recommanderais, en tout cas je vous éveillerais, si je puis dire, à cette quête de ceux qui, affirmant leur identité religieuse, pour qui elle est indispensable à leur équilibre spirituel et moral, néanmoins, l'articule, encore une fois, à un projet universaliste. Ce qui me permet, en quelque sorte, de ne pas être sur le front, on va dire, athée contre croyant, laïque contre religieux, mais d'essayer, en quelque sorte, de fragiliser cette forteresse, d'éviter de la généraliser, parce que dans les combats que nous menons, nous avons besoin d'alliés. Et ces alliés, il faut tester, hein. Moi je ne suis pas là pour me substituer à vos choix, mais il faut tester dans quelle mesure on peut trouver parmi des gens pour qui la foi est indispensable, pas seulement dans la sphère privée et pas seulement dans un lieu de culte, mais également dans l'espace public, dans la société civile, comment nouer, on dira, des accommodements, des alliances, des complicités sur un projet sur des valeurs universelles. Et là, on peut peut-être, encore une fois, contourner l'affrontement religieux-non religieux, qui est ce que je vis, je dirais, en permanence depuis 50 ans que je réside en Israël, en essayant de susciter, alors pas avec un très grand succès, mais en essayant de trouver des liens. Je pense notamment, pour faire lien avec votre intervention, avec des mouvements très audacieux, relativement, je ne dirais pas puissants sur le plan numérique, mais relativement importants malgré tout, de femmes religieuses et féministes, et qui, de l'intérieur, parviennent à obtenir des acquis, des victoires qu'elles ne peuvent pas obtenir autrement qu'en affichant, en quelque sorte, cette complémentarité entre leur engagement religieux, et non pas aux dépens de leur engagement religieux, et leur engagement féministe. Voilà le point que je voulais vous suggérer, ou l'hypothèse que je voulais suggérer, d'essayer de trouver, encore une fois, parmi des gens qui se réclament de la foi, qui se réclament d'une visibilité de la foi dans l'espace public, comment, encore une fois, négocier avec ces tendances-là, ou ces forces-là, contre les tendances, on va dire, obscurantistes, les tendances ultra-conservatrices, les tendances ultranationalistes et particularistes, qui nous menacent tous les uns et les autres. Merci. Merci Denis Charby pour ces propositions stimulantes. Nous avons une petite demi-heure pour échanger, pour que vous puissiez interroger nos trois intervenants sur... Voilà. Alors, si vous avez une question à poser à Denis Charby, c'est tout de suite. Attendez, juste, bon, ok.
Oui, bonjour et merci pour ces interventions qui sont très enrichissantes. Mais il y a une question qui me tracasse depuis le début. On a entendu dire, et c'est vrai, que la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. La laïcité, elle donne aux religions la liberté d'exister. Parallèlement, j'ai entendu dire aussi que les religions ont tendance à profiter de la démocratie pour l'attaquer. Et on nous dit la démocratie est en danger. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que la démocratie. On a évoqué un certain nombre de pays, comme la République démocratique d'Iran. Cette démocratie-là, je n'en veux pas. Donc, c'est un problème. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce qu'on entend par démocratie. Et est-ce que, finalement, ce qui est le plus en danger, ce n'est pas la laïcité plutôt que la démocratie? Je ne suis pas sûr que la République d'Iran s'affirme comme démocratique. Mais islamique, ah oui, elle est islamique. On est bien d'accord. Alors, disons la République démocratique du Congo ou la République démocratique de Chine. Merci, Claude. Alors, Denis, est-ce que vous voulez répondre? Oui. Je dirais que c'est sans doute le débat le plus fort aujourd'hui à l'intérieur même de nos démocraties entre deux conceptions qui s'affrontent, alors encore une fois notamment en Israël aujourd'hui, entre ce qu'on pourrait appeler sur le plan conceptuel des démocraties électoralistes, c'est-à-dire qui conçoivent effectivement que la désignation par les citoyens, par le peuple est un impératif, donc en ce sens elles souscrivent au suffrage universel, mais sans, comment dirais-je, en estimant que les représentants du peuple, en quelque sorte, ne peuvent pas se tromper. Et donc, elles ne doivent pas être, ils ne peuvent pas être soumis à un contrôle, notamment le contrôle de la Cour suprême, contrôle judiciaire. Alors, bien entendu, il faut aussi éviter le risque d'un gouvernement des juges, et je vois bien qu'aujourd'hui, les démocraties oscillent entre ces deux modèles, aucun des deux n'étant particulièrement satisfaisant. Mais c'est vrai que, et c'est intéressant parce que c'est là où moi, vous l'avez dit, mon travail de thèse était sur la démocratie chrétienne. J'ai toujours été plus, je dirais, mobilisé par ces tentatives de réconcilier les contraires que par ceux qui sont d'un seul bloc et d'un seul tenant. Et pourquoi je dis cela? Parce que pour moi, je dirais que s'il y a un substrat commun à la démocratie, alors pas version électoraliste, mais version contre-pouvoir, eh bien, c'est que comme dans un discours religieux, ce n'est pas l'autonomie qui prime, mais c'est l'hétéronomie. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont intangibles et auxquelles on ne doit pas toucher. Alors, c'est pas forcément les mêmes principes dans une religion et dans une démocratie fondée sur les contre-pouvoirs, mais cette idée qu'il y a quelque chose de sacré, en quelque sorte, auquel aucun, ni Trump, ni le président de la République, ni le Premier ministre en Israël ne peut toucher, c'est là où on peut se rendre compte d'une certaine proximité qui peut favoriser encore une fois l'idée que voilà, vous avez du sacré, bien nous avons aussi le nôtre, et que ce n'est pas modifiable par la règle de la majorité. Cet affrontement aujourd'hui, il est très sévère en Israël, même s'il a été bien sûr, on va dire, assagi et peut-être un peu mis sous le boisseau, mais à cause de la guerre consécutive au 7 octobre. Mais ne vous y trompez pas, ce combat-là va reprendre et alors, je ne suis pas de ceux qui vont, en tant que politistes, dire... enfin, je fais la distinction entre une définition normative de la démocratie et une définition, on va dire, conceptuelle. On peut bien sûr être attaché à tel modèle et remettre en cause le caractère démocratique de l'autre modèle, mais je dirais que la leçon que nous avons tirée au XXe siècle, c'est bien que le suffrage universel ne suffit pas. Parce que le suffrage universel peut faire désigner des démagogues, et donc c'est
garanties-là doivent être protégées, et là-dessus, le combat doit être effectivement tout à fait ferme, et la défense de la démocratie. Alors même si après on peut toujours mettre des aménagements dans ces contre-pouvoirs, mais encore une fois, définir qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Et je dirais que le plus grand choc, en quelque sorte, que nous vivons, la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est bien de se rendre compte que, pour nous, démocratie libérale était synonyme, était presque redondant. On aurait presque barré le mot en disant mais si on met démocratie, c'est forcément libéral. Et de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des partisans de la démocratie, mais qui ne sont pas des libéraux, au sens bien sûr politique du terme, pas économique. Voilà, je vais devoir encore une fois me prier de m'excuser pour ne pas être en faute avec ceux qui m'attendent à Lille. Merci beaucoup, et vous pouvez toujours m'écrire par mail si je n'ai pas répondu à certaines de vos interrogations. Merci. Merci Denis Charby. Merci à vous. Bien, nous allons poursuivre avec François et Arlette. Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez envie de poser? Sinon, je le ferai moi-même. Ça me démange. Oui, merci. J'ai une question. Enfin, je voudrais remercier Monsieur Rachline de nous avoir éclairé de manière aussi lumineuse sur la question de l'identité. C'est une question centrale à laquelle on ne réfléchit pas assez quand on pose la question de la laïcité et quand on veut la mettre en œuvre. Parce qu'effectivement, les questions identitaires ne sont pas, les frontières identitaires ne sont pas autour de nous, mais bien en nous, et c'est bien de cela dont il faut prendre conscience. Mais la question que je me pose au travers de cette, qu'on peut se poser au travers de cette analyse lumineuse, c'est qui est celle du politique et de la politique aussi, et de l'éducation populaire peut-être aussi, c'est comment passer de cette affirmation identitaire dont vous parliez à l'interrogation. Comment passer de cette méconnaissance de soi à la reconnaissance de soi, et les mots ont un sens. Voilà. Comment peut-on répondre à cette question? Merci. François, tu veux... J'ai aucune réponse clé en main. Aucune. En fait, la question que vous posez, c'est de savoir comment on peut faire pour les autres. Leur dire d'aller à la reconnaissance d'eux-mêmes si jamais ils ne l'ont pas fait. Parce que pour soi-même, il suffit de réfléchir et de se dire, bon, j'y vais, quoi, je me lance là-dedans. Alors c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait rappeler ce verset du Lévitique aux jeunes, aux enfants. Ça marche très très bien de dire à un enfant, ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. C'est très difficile à appliquer, même pour nous, même après des années et des années de vie. Mais c'est très facile à comprendre. Et quand on commence avec ça, je parie, je fais l'hypothèse que ça peut ouvrir. Mais on n'est jamais certain que les gens vont s'ouvrir. On peut simplement essayer. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre à cette question. Il me semble que en parlant de ça, en évoquant ça, en le redisant régulièrement, on peut inciter les gens à commencer à s'interroger sur leur étrangéité, leur propre étrangéité. Mais je suis prudent, hein, j'avance avec prudence. D'autres questions? Oui, madame. Alors, un micro. Formidable. Merci. Oui, bonjour. Donc, merci d'avoir organisé ce colloque déjà, parce que je me sens vraiment privilégiée d'être ici aujourd'hui. Vous l'êtes. Voilà. Nous le sommes tous. Donc, j'avais une question. Bon, c'est assez peut-être terre à terre. Donc, effectivement, on parle d'éducation et d'ouverture à l'autre, mais moi, je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens donc où c'est compliqué et on espère justement avoir ces gens-là entre guillemets comme alliés de la laïcité, de la démocratie, d'évolution des choses, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens et qui sont éduqués, qui aujourd'hui donc ont des pensées justement pas du tout ouvertes, et on a l'impression que les choses sont inversées, les valeurs sont inversées.
Et moi, je me dis que ces gens-là, qui devraient être des alliés pour la démocratie, la laïcité, justement, n'en sont pas. Alors, comment faire pour avoir du dialogue avec ces gens, ces personnes-là, donc qui se ferment en fait, voilà, qui se ferment. Et moi, je trouve que c'est une problématique de nos jours. Voilà. Enfin, bon, c'est peut-être un peu terre à terre. Je vous prie de m'excuser, mais voilà. Alors, Merci. si quelqu'un peut m'aider ou voilà, me donner des clés, moi, je suis ouverte. Très bien. Oui, il y aura un certain nombre de clés dans la suite, mais oui, mais on va déjà en donner quelques-unes. Monsieur? Non? Qui? Oui, une question là-bas. Merci. Merci beaucoup à tous et notamment à Monsieur Rachline, à qui je voudrais poser cette question. Est-ce que la modernité, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, la virtualisation du monde, ne sont pas finalement des atteintes à ce que nous voulons sauvegarder, c'est-à-dire la laïcité, la démocratie, qui du coup, avec cette modernité, paraissent des valeurs tout à fait archaïques. Merci. Une autre question? Ouh là là. Alain David, pour une courte question, bien sûr. Inutile de te le préciser. Mais non, cher Alain. Non, mais c'est presque un passage obligé, là. Chaque fois que je prends le micro pour une courte question. Pardon, mes questions sont peut-être difficiles, ce qui les fait paraître longues, mais elles sont très courtes. Non, je ne vais pas parler de Lévinas, puisque François l'a mentionné, mais plutôt quelque chose qui figure dans le prolongement du verset du Lévitique, qui figure sur la banderole de la Lycra de Dijon, qu'on a tenu à mettre sur la banderole de la Lycra de Dijon. Un vers de Celan, de Paul Celan. Je suis moi, ich bin du, wenn ich bin. Je suis moi. Alors, on a traduit, je suis peut-être un peu légèrement, mais je suis moi quand je suis toi. Alors, ceci étant, comment l'entendre? Et c'est le bémol ou la nuance que je voudrais introduire dans le prolongement de ce que tu as dit si bien, François. Évidemment, j'ai pas la compétence biblique que tu as, mais je vais me référer à quelqu'un d'autre qui n'est pas Lévinas, qui n'est pas Celan ici pour l'interpréter, qui est Kant. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, on parle d'identité, on parle d'universalité, on parle de laïcité. Kant reprend ce verset en disant effectivement le commandement de l'amour. Le commandement de l'amour. Mais alors il dit ça peut pas être ce qu'il appelle dans son jargon l'amour pathologique, autrement dit l'amour sensible, c'est, dit-il, l'amour pratique. Autrement dit quoi? L'amour de la loi, dans le jargon kantien. Seulement la loi, elle n'est pas là, elle n'est jamais là. La loi, ça reste une inconnue. Finalement, on trouve ça, le mieux exprimé, on le trouvera chez Kafka, chez quelqu'un comme Kafka, cette absence de la loi. Donc, l'identité, l'identification, et je réponds peut-être aussi à la question que posait Aimé il y a un instant, l'identification se fait par rapport à une absence radicale, une absence qui ne cesse de me déstabiliser et de m'empêcher de coïncider avec moi-même, disons une culpabilité. Alors, je ne résiste pas, encore une fois, malgré tout ce que j'ai dit, à mentionner le nom de Lévinas, cette absence ou cette culpabilité, on peut l'appeler, c'est le premier mot, mais le premier mot, c'est Dieu. Alors, cette absence radicale constitue le fond de mon identité et constitue aussi le fond de ma fidélité ou de mon fidéisme, si on peut parler comme ça. Voilà ce que je voulais, la nuance que je voulais essayer d'introduire dans le prolongement de tout ce que tu as dit. Et je crois que ça coïncide, ça correspond complètement, selon ce que j'en ai entendu, ça correspond complètement à ce que tu nous as donné à entendre. Merci Alain. Jacqueline? Non? Pardon. Ah,
Excusez-moi, chère madame. Oui, non, y a pas... Je ne vais pas parler ni de Lévinas, ni de Dieu, ni du Lévitique. Je vais être beaucoup plus prosaïque. Et spécifiquement en tant que féministe, j'ai été très surprise d'entendre Denis Charbit évoquer des mots, enfin citer des mots comme accommodement. Et j'avoue que les cheveux me sont dressés sur la tête. Et j'aurais aimé peut-être avoir le point de vue d'Arlette Zilberg, entre autres, sur ce point. Oui, mais je crois qu'elle m'entend. Oui, oui. Ah oui, bon, donc je voulais revenir sur un propos de Denis Charbit où il évoquait la possibilité d'accommodement entre la laïcité, les religions. Je me demande quel dialogue on peut avoir, jusqu'à où est-ce qu'on met le curseur, notamment pour les femmes, et ce qu'en pense justement Arlette Zilberg, que je suis avec beaucoup de fidélité et d'intérêt. Et je vous en remercie. Merci, madame. Encore une question? Oui, monsieur ici. Et puis ensuite, on laissera, pour qu'ils aient un peu de temps pour le faire, nos deux intervenants répondre à ces multiples questions. Monsieur. Comment faire pour ceux qui prétendent imposer le Coran en opposition à la loi 1905 et au pouvoir politique? Merci, monsieur. C'est court. Bien. Alors, Arlette, François, vous avez été interpellés l'un et l'autre, questionnés. Qui veut commencer? Bien. Alors, donc, c'était une question sur les accommodements. Accommodements. Oui, c'est une véritable question. On peut... D'abord, il faut savoir que ce genre de débat a toujours traversé le mouvement féministe. Hein? Des débats, il y en a depuis le début. On est d'accord, on n'est pas d'accord, jusqu'où on va, quelles sont les limites, oui, mais les victimes, les pauvres, voilà. Il y a plusieurs directions. Nous avons aujourd'hui des accointances, on va dire, des accords même, avec, par exemple, Delphine Orwiller, par exemple, qui est une croyante, on ne peut pas lui refuser ça, et avec qui nous avons de nombreux points d'accord. Par contre, ces points d'accord sont à partir les religions. Il y a toujours des libéraux et des traditionalistes. Nous arrivons à discuter, à débattre avec les personnes qui sont dans une vision libérale des religions. Par contre, avec les traditionalistes, je dois dire que c'est plus compliqué. Surtout, on peut reprendre cette histoire de voile, surtout que pour nous, féministes, universalistes, le voile est un marqueur et c'est la ligne rouge. Voilà. Mais je veux dire, même chez les universalistes, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Hein. Moi, j'ai un désaccord, par exemple, avec Caroline Fourest, qui pour moi est une amie, hein, mais qui, elle, estime que à partir du moment où les femmes sont majeures à l'université, on n'a pas à interdire le voile. Alors, est-ce qu'elle a évolué sur cette question? Je ne sais pas. Mais encore il y a quelques années, elle était là-dessus. Bon, moi, ayant des amis profs, notamment à Saint-Denis, profs de fac, c'est l'enfer. Pendant les cours, c'est l'enfer. Donc, oui, on débat.
mais avec les traditionalistes, les gens accrochés à des traditions qui mettent en danger l'émancipation ou les droits ou l'égalité entre les femmes et les hommes, là, ça devient plus compliqué. Voilà. Merci Arlette. François, donc on va être obligé de comprimer le... Je vais répondre rapidement. Pourtant, la question que vous avez posée, madame, me semble-t-il, est essentielle. Et elle rejoint la question de Claude Sécroun sur la démocratie. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit, Alain, parce que je ne suis pas en désaccord. Mais tu m'as fait penser, pardon, parce que je vais faire rire, mais c'est pas, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Quand tu parles de Dieu, j'ai appris il n'y a pas très longtemps une histoire qui m'a fait beaucoup rire, je vous la livre. Si Dieu existe, qu'il le prouve. Et s'il n'existe pas, qu'il ait le courage de le reconnaître. Je trouve ça absolument extraordinaire. Bon. Oui, c'est ça, voilà. Il insiste. Et chez beaucoup de gens. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter, je suis d'accord. Sur la question que vous avez posée, et qui rejoint la question sur la démocratie, je suis en train de lire un livre qui ne plaira pas aux intellectuels un peu compliqués ou complexés, qui est le livre de Yuval Noah Harari, qui s'appelle Nexus, qui est absolument formidable, parce qu'il est très simple et il a un bon sens fou, dans lequel il explique très simplement que la démocratie, c'est un réseau humain intersubjectif, mais qui est organisé pour qu'il y ait en permanence une correction des erreurs, correction possible des erreurs. Parfois, on met très longtemps avant de les corriger. Alors que dans un système totalitaire, il ne peut pas y avoir de correction d'erreurs, précisément parce qu'il est organisé pour éliminer toute discussion possible. Donc, dans ce que vous dites, il y a quelque chose de très important qui consiste à dire, mais alors, est-ce que les réseaux sociaux et tout ça, ça détruit la totalité? Non. Non, ça ne la détruit que si on les laisse librement fonctionner. Et comme il faut aller vite, je vous dis ce que je ressens de manière très forte, c'est que pendant des millénaires, les braves gens de guillemets n'avaient que deux droits fondamentaux, celui de se faire tuer, et celui de se taire. Depuis le dernier tiers du XXe siècle, n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, peut s'exprimer sur n'importe quoi. Ça, c'est les réseaux sociaux, et pas sur quoi, de manière soit avec un anonymat, soit pseudonymat. Donc une remise en cause profonde d'un principe fondamental qui est celui sur lequel s'ancre, s'établit la démocratie, c'est-à-dire la responsabilité individuelle. Tous les jours, la responsabilité individuelle est reniée par l'anonymat et le pseudonymat. On peut retrouver toujours les gens, c'est des IP, etc. Mais il faut très longtemps. Donc la question qui est posée, pardon d'avoir été un peu plus long que je voulais, la question qui est posée, c'est que devons-nous faire pour nous organiser, pour éviter que les réseaux inorganiques, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter qu'ils ne nous imposent ce que déjà les réseaux organiques nous imposent, parce que nous avons laissé faire. Mais ceci se débat, en tout cas dans la démocratie. Merci François. Merci Arlette. On aurait sans doute beaucoup de questions encore à poser pour tenter de répondre aux nombreuses interrogations que vos propos ont soulevées, mais nous sommes contraints par l'heure et puis voilà, donc nous allons passer à la table ronde suivante, qui va être animée par Abraham Elgio, que je vais inviter à rejoindre l'estrade. Abraham est président de la commission culture de la LICRA